Et pour la musique, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah bah pour la musique, rien. Mais comment ça, rien? Ah bah non. Vous allez vous mettre des petits bouchons de coton dans les oreilles et puis vous allez pas nous faire chier, d'accord? Vous savez qu'on peut appeler la police? Eh ben appelez la police, ça vous occupe. Bon, allez, Allô, bonjour à tous, Aligre FM, Smoke City, Mano Solo et ses invités aujourd'hui. Eh ben, on a Serge Latouche, qui est un écrivain dont les préoccupations tournent autour de la décroissance. Alors on va faire une émission pour d'abord parler du mot de décroissance, de ce concept de décroissance qui date, si j'ai bien compris, des années 70, qui n'est pas nouveau et qu'il est encore bon de répéter inlassablement, j'ai l'impression. Donc on va apprendre tout ce que c'est que la décroissance et puis après on va en discuter avec Serge Latouche. Alors à tout de suite. En attendant, Laurent, c'est quoi que tu nous as ramené? Parce qu'aujourd'hui j'ai oublié tous mes disques, donc c'est toi le responsable de... C'est quelque chose que tu connais bien puisque c'est Gohan. Et on va écouter la numéro 2 de Gohan, c'est KZ. Gohan. La politique française est une grande illusion. J'achèterai pas vos juges et j'irai pas en prison. J'achèterai pas vos subterfuges pour régner en division. Vas-y, fais ta vie, fais pas gaffe. Mais c'est toi qu'on use d'en haut, c'est de toi qu'on abuse. La race vient remplir ton taf. Et tout à coup tu accuses le coup, bah ouais. Qu'est-ce que tu penses? C'est ce que tu vois. Ce qui te prend d'être qu'un combat, ne peut être que la merde et le son de ma voix. Plus de patience pour les pollueurs, les menteurs n'ont plus leur chance. Plus d'armement dans nos moteurs, de l'eau, des odeurs à outrance. Plus de prison qui vous jette dans une autre, plus structure polie, lycée, tes clowns en bleu sont dépassés. Plus de voyages en Chine, au Liban, pas plus chez Saddam et Bush-mort, ni même chez la DNC 40 tyrans. Non, vraiment merci. Plus d'arguments à la con. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Trop facile de se cacher derrière des statistiques pour préserver le public des mystiques. Trop facile de gaffer de nouvelles politiques. Les résultats donnent la même réplique. Les faits sont là, les trains passent et les vaches les regardent. Les corps se cassent, exhibent leur carapace. Les vies se débarrassent d'un tout, mais rien ne passe. On dirait même que les choses s'aggravent. On a vendu nos âmes au diable. Les trains passent, les vaches les regardent, les vaches les regardent. Les trains passent, les vaches les regardent, les vaches les regardent. Les trains passent, les vaches les regardent, les vaches les regardent. Les trains passent, les vaches les regardent, les vaches les regardent. Les jeunes, ils appellent ça de la musique. Trop facile de se cacher derrière des statistiques pour éviter de sombrer dans le tragique. Trop facile de se cacher derrière des signes cabalistiques pour endormir les peurs et paniques. Les faits sont là, les trains passent et les vaches les regardent. Les têtes implosent, la réflexion s'ankylose. On se place, on s'empêche à l'overdose. Vas-y, endors-toi, tape la pause. On réveille
Gohan, alors bienvenue dans le meilleur des mondes, c'était le slogan de Ron Poulenc, là. Ça vous a parlé un peu, cette chanson? Vous avez écouté les paroles? Un petit peu, mais bon, du mal à les accrocher. Je crois qu'il parlait un peu de décroissance aussi, hein, enfin de la nécessité d'arrêter de marcher sur la tête en croyant qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini. C'est un peu le slogan principal de la décroissance. On peut dire ça, oui. Alors expliquez-nous un peu, présentez aux auditeurs un peu le concept de décroissance déjà. Alors d'abord, je vais vous dire que dans votre présentation, vous aviez tout faux. C'est tout faux, ouais. Hein? Bon, bah, très bien. D'abord, la décroissance, ce n'est pas un concept. Hein. Ouais. La croissance, c'est un concept économique qui a son histoire. Il y a des théories de la croissance, il y a des modèles de croissance. La décroissance, c'est avant tout un slogan. C'est un slogan, un peu comme un slogan publicitaire, et c'est né d'ailleurs... un slogan anti-religieux, vous dites quasiment, puisque oui, la religion moderne, c'est la croissance. Absolument. Donc c'est pour marquer la nécessité de la rupture avec ce discours de la croissance, avec cette croyance dans la croissance. Et précisément, puisque vous avez parlé de religion, si on voulait être vraiment rigoureux, alors là, et éventuellement bricoler un concept, pas économique, mais un concept sociologique, il faudrait parler d'accroissance comme on parle d'athéisme, c'est-à-dire devenir des athées, des athées de l'économie, des athées de la croissance, perdre la foi dans le progrès illimité et devenir des agnostiques, c'est-à-dire pas nécessairement avoir une attitude raisonnable face à des choses qui doivent croître et d'autres qui doivent décroître. Voilà, c'est pas la décroissance de tout et de n'importe quoi, ce qui serait absurde, mais pas plus absurde que la croissance de tout et de n'importe quoi, comme à l'heure actuelle. Ce qu'il y a de fantastique, c'est que personne, à l'heure actuelle, ne s'insurge contre cette idée de croissance. Croissance qu'on va chercher avec les dents, a dit le président. Mais c'est croissance de quoi? Croissance de la pollution, croissance des ordures, c'est surtout ça qu'on voit. Croissance des biens de consommation. Oui, et aussi de la misère. Qui va avec. Je ne sais pas pourquoi. Vous m'emportez dans ma tête. Oh, quel blanc. Quel blanc, nom de Dieu. Je ne sais pas ce qui m'arrive là tout d'un coup. Je suis un peu, aujourd'hui, un peu... Ben, je vais vous relancer. J'ai dit que relancez-moi. Vous aviez tout faux. Voilà, j'ai tout faux, c'est pour ça. Quand vous avez dit c'est une idée qui est relativement ancienne, qui revient, non. Je crois que, en tout cas, sous cette forme-là, bien sûr, on pense au rapport du Club de Rome de 1972, Halte à la croissance. Alors on se dit, bon, on nous a déjà fait le coup en 72. Mais en fait, c'est relativement nouveau. À chaque fois qu'on lance un nouveau mot, un nouveau mouvement, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. On peut dire que la décroissance s'est apparue très précisément. On a lancé ça en mars 2002. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus... Alors évidemment, ça renoue par certains aspects avec ce qui s'est passé dans les années 70. La conférence de Stockholm sur la première conférence mondiale sur l'environnement, premier ministère de l'environnement, rapport du Club de Rome, sortie du livre de celui qu'on considère comme un peu le précurseur, le prophète de la décroissance, qui est Nicolas Georgescu-Roegen, un économiste et un savant d'origine roumaine qui vivait aux États-Unis. Donc effectivement, il se passe... Mais il y a quelque chose de fondamentalement nouveau, c'est que depuis les années 70, il s'est passé beaucoup de choses, et entre autres un virage historique extrêmement important, qui est ce qu'on appelle la mondialisation, qui est en fait... je dirais, le contraire de ce que disent les mots. On parle de mondialisation des marchés. En fait, il s'agit de la marchandisation du monde, c'est-à-dire le stade ultime de l'omni-marchandisation du monde, de la marchandisation de tout. Jusqu'au brevetage du vivant. Quoi. Absolument, absolument, jusqu'au brevetage du vivant. Et donc, précisément, c'est le délire de la croissance à partir d'un moment où on voit bien qu'on a atteint les limites de la planète. Bon, mais moi, je vous revenais aux années 70 parce que moi, je suis quand même... Je suis le fils du rédacteur en chef de La Gueule Ouverte, qui était Isabelle Cabu à l'époque. Et je vous ai amené ce numéro parce que je l'ai en triple. C'est un collecteur. C'est gentil. Une couverture de Fournier qui est mort à l'époque. Oui, et c'est pour ça que ma mère s'est retrouvée rédactrice en chef. Et j'ai souligné la décroissance qui est...
exactement le même logo que la Gueule ouverte. C'est une reprise du logo de la Gueule ouverte. Par contre, j'ai comparé un peu les contenus. Voilà. Et c'est-à-dire que quand vous prenez la Gueule ouverte des années 70, vous trouvez des gens qui proposent des solutions. Et là, moi, dans la décroissance d'aujourd'hui, je me demande si Nicolas Hulot n'existait pas, qu'est-ce qu'ils auraient à raconter, les gens de ce journal? Parce que je vois surtout des dénonciations qui sont certainement vraies, mais je ne vois absolument pas de positivisme. Et surtout, je vois un espèce de baston. C'est un journal de baston qui me propose pas assez, ou alors qui me propose un exemple. Et là, j'ai l'impression de revenir 30 ans plus tard, quand j'étais jeune et que ma mère m'emmenait vivre dans une communauté, quand je vois le portrait des gens qu'on nous propose comme alternative. Et là, je me dis, mais merde, ça, c'est encore une machine à perdre. Si on n'a que à nous montrer deux gens qui ont l'air de sortir d'un colcose des années 30 avec des panneaux solaires, ils sont tout crado. Évidemment, ils ont l'air heureux. Mais on ne peut pas dire aux gens, vivons tous comme ça, c'est pas possible. Surtout moi, j'habite à Pantin. Je ne peux pas aller dans une ferme de proximité chercher des œufs. Enfin, vous voyez, il y a tout un journal pour chier sur tous les Nicolas Hulot de la Terre. Et puis, comme exemple positif, on montre deux mecs au fin fond de la Creuse. J'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui des solutions qu'il y a à la décroissance, parce que je pense que même les plus pourris des gens du pétrole savent qu'il n'y a plus de pétrole dans 50 ans. Donc, de le répéter à satiété, à quoi ça sert si on n'a pas une construction à proposer quand même? C'est-à-dire que vous parlez de tripler, par exemple, ou je ne sais plus, de complètement augmenter le prix du pétrole pour les transports. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison qu'un yaourt fasse 8000 km pour arriver jusqu'à chez nous. Mais comment est-ce que vous avez réfléchi, dans ce mouvement de la décroissance, à comment installer ça petit à petit dans la société? C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter tout d'un coup le prix des transports et dire démerdez-vous les gens avec ça. Parce que à ce moment-là, vous triplez aussi les salaires. Alors, il faut pas me réduire au journal La Décroissance. Non, ouais. C'est vrai que j'ai fait un amalgame. Journal dans lequel je n'écris plus depuis un certain temps. Et donc, il y a le journal. Bon, c'est une bonne chose, je pense, pour diffuser les idées à un certain niveau, parce que ça tire à 45 000 exemplaires, donc ça permet d'avoir une certaine caisse de résonance. Et puis, il y a des gens qui réfléchissent sur un projet d'une autre société, hein. Et donc, vous m'avez présenté comme écrivain. Bon, c'est vrai que je suis écrivain dans le sens où j'écris des livres, hein, mais pendant toute ma carrière, j'ai été professeur d'économie, en fait, à l'université. Et donc, j'ai réfléchi à cette autre société. Et précisément, c'est ça qui fait l'originalité du mouvement de la décroissance ou du projet de la décroissance actuel par rapport à la contestation des années 70. C'est que la contestation des années 70, c'était essentiellement une critique écologique de la société. On disait les limites de la croissance. Voilà, ça ne va pas continuer indéfiniment parce qu'il y a des limites objectives. À l'époque, on mettait surtout l'accent sur l'épuisement des ressources, des matières premières et des ressources naturelles. On n'avait pas encore bien saisi les mécanismes du dérèglement climatique. C'était le début. Bon, maintenant, on insiste. Mais il y a les deux, en fait, tout ça. Et on a beaucoup... On parlait déjà de la couche d'ozone à l'époque. Oui. Des avions stratosphériques. Moi, alors, la couche d'ozone, justement, encore que c'est un sujet qui peut débattre, mais c'est sans doute le seul domaine où on ait réussi quelque chose. Bon, avec le protocole de Montréal 1987, on a... Alors, en fait, c'est sans doute discutable. Enfin, on a cessé la production et la diffusion, en tout cas, de chlorofluorocarbone qui engendrait les trous dans la couche d'ozone, même si tout n'est pas réglé pour autant. Mais les gros problèmes, donc... étaient des problèmes écologiques. Il y avait un autre mouvement dans les années 70 qui n'était pas totalement sans lien avec cette critique, qui était autour d'Ivan Illich, et c'est à ce mouvement-là que moi je me rattache, qui était la critique de la société de consommation, du consumérisme. Et le message d'Illich n'était pas qu'il fallait changer de société parce que notre société allait vers la catastrophe écologique, il fallait changer de société parce que cette société était une société, disons, dans votre langage, une société de merde, hein, qui n'engendrait pas la satisfaction, le bonheur, que les gens consommaient toujours plus et qu'ils étaient toujours plus insatisfaits. Pas plus épanouis pour autant. Oui. Et absolument. Et donc, il fallait changer de société, vivre autrement pour vivre mieux. Alors, ça tombe bien parce que, de toute façon, on a grand intérêt à vivre autrement. Alors, l'idée dans la décroissance, c'est que
Et pour ça, on joue sur la nuance sémantique en français entre ce mot décroissance et puis ce que serait une croissance négative. Hein. Au fond, il faut concevoir la décroissance comme nous avons un mot en français, le mot décrue, hein, qui est lié à la décroissance. Quand un fleuve déborde, tout le monde souhaite la décrue. Hein. Bien, on peut dire que le fleuve de l'économie a débordé, hein, qu'on est submergé à l'heure actuelle par cette économicisation totale du monde, et qu'il est souhaitable de remettre le fleuve de l'économie dans son lit et qu'il y reste. Et d'arrêter donc cet épuisement des choses, que tout le monde en ira mieux. Donc la décroissance, c'est un double message, à la fois que c'est construire une autre société que j'appelle une société de décroissance. Hein, ce n'est pas la décroissance de tout et n'importe quoi, c'est construire une autre société. C'est à la fois nécessaire, hein, mais c'est aussi souhaitable. Parce que si nous ne le faisons pas, alors on sera condamné à une croissance négative, mais c'est-à-dire à du chômage de masse, des guerres pour les dernières gouttes de pétrole, une misère noire, des massacres, etc., hein, pour se partager les dernières miettes du gâteau en attendant que la planète finisse de crever. Mais excusez-moi de vous prendre la tête, mais justement, concrètement, donc cette décroissance, comment on peut attaquer cette décroissance-là maintenant si Sarkozy vous recevait demain et vous disait, bon, bah alors tiens, je t'écoute mon gars, dis-moi comment je fais, qu'il soit dans une grande démago, hein, j'ai fait de la science-fiction là. Non, mais j'ai fait une chronique dans Politis, justement, pas longtemps, où je disais, j'ai fait un cauchemar ou un rêve, Sarkozy, justement. Viens me chercher. Mais oui, alors, je veux vraiment prendre au sérieux les promesses que j'ai faites. Et donc, le développement durable, c'est du bidon. Donc, je vous prends là pour la décroissance. Et voilà, bon. Et puis, alors, qu'est-ce que vous lui dites, justement? Par où on commence? Eh bien, je crois que c'est très simple, en fait. Hein, un gouvernement... Et de ce point de vue, dans le Grenelle de l'environnement, tout n'était pas mauvais. Un certain nombre de choses ont été identifiées. Maintenant, on l'attend au pied du mur. C'est-à-dire que toutes ces promesses ont été conditionnelles. Hein. Par exemple, une des meilleures choses, c'est... il y a deux choses qui sont... le moratoire sur les OGM, hein, et puis la diminution des pesticides. Je ne suis pas pour la diminution des pesticides. Je suis pour l'arrêt des pesticides, parce que les pesticides, c'est une des plus belles saloperies que le génie humain a inventées. C'est ça qui nous pollue la vie à tous les niveaux. Hein, c'est une source de dysfonctionnement, mais on ne peut pas imaginer. Hein, je découvre tout... Parce que les conséquences de l'usage des pesticides qui sont en chaîne, c'est bon. On a vu ça là-dedans. Donc, avec les paysans de la Confédération. Le problème, c'est que c'est pas l'arrêt, c'est une diminution. C'est déjà, bien sûr, on ne va pas arrêter du jour au lendemain, donc il faut prévoir des transitions. Mais avec une condition, c'est toujours conditionnel, toutes les promesses de machin. Si c'est possible, dans la mesure du possible, etc. On sait bien que ça ne sera pas possible. On sait bien que les pesticides, c'est les plus grands lobbies de la planète. C'est Monsanto, c'est Novartis, c'est Syngenta, etc. Et ces gens-là sont plus puissants même que Sarkozy. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, on essaye voilà, le programme, il est clair, il y a un certain nombre de choses. Il tient en une chose, au fond, très simple, que les économistes, dans les termes savants, disent internaliser les déséconomies externes. Bon, en termes de langage populaire, ça veut dire tout simplement faire payer les pollueurs. Hein. Ouais. Les principaux problèmes écologiques de la planète sont liés aux pollutions engendrées, au dysfonctionnement, aux pollutions au sens large, engendrées par la société de croissance, par la logique de la croissance, par la logique du productivisme, du produire toujours plus. Bon. Et les coûts sont supportés par les citoyens, mais seront supportés par les générations futures et par la nature. Et donc, il faudrait faire payer à ceux qui produisent ces pollutions, ces effets négatifs, hein, eh bien, le coût réel. Hein, ce coût, par exemple, les transporteurs. Je vous ai entendu dire dans une interview sur Internet que vous dites que c'est aussi ce qui fait marcher la machine, c'est-à-dire que plus elle pollue, plus elle génère d'argent à dépolluer. C'est-à-dire que j'avais l'impression que vous disiez que finalement ça devient un business rentable pour tout le monde, la dépollution. Non, pour tout le monde, non.
Enfin, pour toujours les mêmes, finalement. Non, la dépollution, non. Je crois que j'ai mal ça n'est compris. pas une... Non. J'ai toujours tout faux, mais au moins, ça soulève des questions. Je crois que je dis que la croissance aujourd'hui n'est une affaire rentable qu'à condition d'en faire payer les coûts. Parce que même le business écologique, c'est vrai qu'il y a un business écologique, le business écologique a aussi un coût et a aussi des nuisances et des effets négatifs. Parce que ce qui est important, fondamental, alors c'est pour ça que dans le que faire ou dans comment, il faut distinguer deux niveaux. Il faut distinguer le niveau de l'objectif, et qu'il faut avoir toujours en ligne de mire, l'horizon, et puis le niveau de la mise en œuvre pratique, des transitions, des mesures concrètes. Parce que si on cherche l'horizon, on ne peut pas l'atteindre immédiatement, mais il ne faut jamais le perdre de vue. Et donc, l'horizon, c'est de sortir de cette logique de la croissance. Sortir de cette logique de la croissance, c'est une révolution totale. Ce n'est pas seulement une révolution politique, c'est une révolution culturelle. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre par un bout. Donc il faut avoir cette vision globale du changement et pour la réaliser, introduire dans toute la mesure du possible et se battre pour introduire les mesures qui vont dans ce sens-là. Alors bien sûr, si vous introduisez... je crois que si vraiment... On prenait au sérieux le pacte écologique de Nicolas Hulot, par exemple. Un exemple qui a été popularisé, mais que les gens en parlent, mais personne ne l'a lu. C'est un texte de 300 pages, Si on prenait vraiment ça au sérieux, qu'on le mettait en application, le système serait bloqué. Il ne pourrait pas fonctionner. C'est incompatible avec la logique capitaliste. C'est-à-dire que les entreprises, et c'est normal, quand vous dites à un entrepreneur, maintenant, tu vas payer, vous dites un entrepreneur, il y a un supermarché, maintenant tu récupères tous les sacs plastiques, etc. Une entreprise qui fait du papier, tu dépollues l'eau que tu utilises, etc. Dit, si je fais ça, je ne peux pas, c'est pas rentable, il y a de la concurrence, je mets la clé sous la porte, je licencie mon personnel, ça va faire le chaos, etc. Donc, en fait, on n'applique jamais les législations écologiques, etc., parce que les entrepreneurs menacent toujours de licencier ou de fermer leur porte. Et c'est vrai qu'en général, ça ne serait pas rentable. Ça veut dire que la société de croissance n'est pas une affaire rentable. Elle est une affaire rentable qu'à condition de détruire la planète et notre santé. Elle est rentable que dans l'immédiat. Elle est rentable que dans... Ah bah oui, c'est le sacrifice que pour l'actionnaire d'aujourd'hui. Long terme. Et pas pour son fils. C'est ça qui est bizarre, c'est que comment ça se fait que les gens qui managent tout ça ne pensent pas à leurs propres enfants? Alors, il y en a qui posent la question en permanence dans cette émission. C'est intéressant de ce point de vue-là. Je ne sais pas si vous avez vu le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Alors, Al Gore est un milliardaire, quand même. C'est quand même il est du bon côté du manche dans cette affaire. Et il explique comment il en est venu là. Il en est venu là parce que dans sa famille... Il y a eu un mort, oui. Voilà. Parce qu'il a fallu qu'il voit que son père était un salaud, finalement. Et que son... Un salaud, il était dans le système. Quoi. Oui, parce que c'est ça que j'appelle un salaud. C'est-à-dire qu'il se sent concerné à partir du moment où il y a un deuil dans sa famille. Quoi. Quand enfin il a tué sa fille, il s'aperçoit qu'il a tué plein de monde. Donc... oui, c'est un salaud, quoi. On est tous des salauds, d'une certaine façon. Oui, enfin, c'est une grande lâcheté, quoi. C'est des œillères. On a le choix de les enlever avant qu'il nous arrive des malheurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas tellement... Il n'a pas eu de considération pour le malheur des autres, quoi. Il a fallu attendre que ça se passe chez lui. Non, mais vous savez, en France, à l'heure actuelle, parce que c'est des histoires comme ça, j'en connais en pagaille, il y a maintenant de plus en plus de vins biologiques, de vins issus de l'agriculture biologique, les vignerons qui sont passés à l'agriculture biologique, la grande majorité, vous savez pourquoi ils sont passés à l'agriculture biologique? Parce qu'ils ont eu un accident avec l'usage des pesticides et des engrais chimiques. Et donc, alors là, quand ça les a touchés personnellement, ils ont compris que c'était de la saloperie. Et ils ont compris qu'il fallait sortir de cette logique, etc. Et ça les a convertis. Bon, mais c'est bien que cela a été converti. Ce qu'il faudrait, c'est que les autres aussi soient convertis. Bon, c'est mieux, ça serait mieux... si les gens étaient convertis sans attendre que leur fille meure, etc. Mais malheureusement, l'homme est ainsi fait que pour le sortir de sa routine, il lui faut un choc. C'est pour ça que la décroissance, déjà, c'est un choc au niveau des mots. C'est pour ça que vous avez une expression, vous parlez de catastrophe pédagogique. Absolument. Mais on va en parler derrière les Pretenders, parce qu'on me dit qu'il faut passer de la musique. Et c'est les Pretenders, Middle of the Road, avec mon accent anglais légendaire. Pardon, mon général, mais moi, je voudrais savoir quelque chose. Une fois que nous serons au pouvoir, on fera quoi? De l'argent. Beaucoup d'argent. Et il faudra vivre ici? Au début. Alors, général, quand prenons-nous le pouvoir? Lundi, impossible. L'armée est en mission.
Mardi non plus, le pape vient ici en visite officielle. Mercredi. Mercredi, ça vous va, gentlemen? Donc on s'était quitté sur l'idée de catastrophe pédagogique, mais en même temps, vous dites aussi que les catastrophes sont des bonnes nouvelles pour la croissance, parce qu'elles génèrent tout un tas d'activités qui génèrent du pognon, quoi, si j'ai bien compris. Donc d'un côté, il nous faut des catastrophes pédagogiques, enfin vous en êtes pas à les souhaiter quand même, mais... vous espérez que les gens comprennent les choses après, que comme des phénomènes comme le tsunami, par exemple, éveillent les consciences ou... Absolument. Je crois que, enfin, le tsunami, je ne sais pas. En tout cas, des phénomènes comme Tchernobyl, par exemple, Oui. ont réveillé un certain nombre de consciences. Pas en France, pas celle du gouvernement, en tout cas, qui a interdit aux nuages de passer la frontière. Oui. Mais dans beaucoup de pays européens, après Tchernobyl, il y a eu des référendums. Et tous les référendums sur le nucléaire, les gens ont refusé massivement le nucléaire. Donc, je suis convaincu que si le référendum est interdit en France, c'est parce que le gouvernement sait que les Français n'en veulent pas. Ils refuseraient, peut-être pas à 80%, mais à 50%. Mais à en plus même de temps, 50%. si les Allemands, par exemple, ont eu le loisir d'arrêter leur programme, c'est bien parce qu'ils achètent notre nucléaire à nous. Il y a une espèce Ah, mais d'hypocrisie. ça, c'est les paradoxes. Hein. Oui. Les gens veulent le beurre et l'argent du beurre. Donc, effectivement, Donc, comme on n'est pas sorti de la logique du productivisme, hein, on a besoin de consommer de l'énergie. Les Italiens aussi achètent l'énergie du nucléaire français. Ouais, donc, Si nous, on supprime le nucléaire, mais il faudra trouver autre chose. Ou il faudra changer de système. Il faudra commencer à prendre sérieusement, au sérieux, la nécessité de diminuer notre consommation d'énergie. Mais diminuer notre consommation d'énergie, ça veut dire aussi réduire ce système. Parce que la base de ce système que certains de mes amis appellent thermo-industriel, c'est l'utilisation d'une énergie fossile. Tout repose sur le fait que... le moteur explosion, quoi, en fait. Ça a été d'abord le charbon, puis ensuite le pétrole. Ça va redevenir le charbon quand le pétrole sera épuisé, parce que le charbon, il y en a beaucoup. Peut-être malheureusement, il faudrait dire. Hein, mais, et c'est donc... on vit comme les fils prodigues, on dilapide le patrimoine au lieu de se contenter du revenu. Tant que la société, même après la naissance du capitalisme, hein, avant qu'on utilise la machine à vapeur, la production, elle augmentait, mais elle n'augmentait pas de façon explosive, hein, parce qu'on était limité, on utilisait les chutes d'eau, le vent, on avait une source d'énergie limitée, ça permettait d'augmenter, de faire croître un peu les profits, d'agrandir les entreprises, etc. Mais c'était une croissance modérée. Si on en était resté à cette logique-là d'une croissance modérée, je dirais que ça serait acceptable. On pourrait la corriger socialement. Donc aujourd'hui, ce qui serait raisonnable, c'est d'investir massivement dans la recherche sur le solaire, sur l'hydraulique, pour parler concrètement. Oui, je crois que le premier investissement, c'est dans les économies d'énergie. D'abord, c'est le plus grand gisement. Il faut voir qu'il y a un groupe d'ingénieurs qui a formé, qui s'appelle Facteur 4, hein, qui ont calculé qu'on pouvait bénéficier des mêmes satisfactions, donc même degré de chauffage, etc., en réduisant par 4 notre consommation d'énergie. Alors ça, ce n'est pas un bouleversement révolutionnaire parce qu'on reste toujours dans le même système. Simplement, on a des maisons mieux isolées, on utilise des lampes à basse tension au lieu des lampes grosses consommatrices comme celle-là, etc. Mais donc là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de trouver aussi un système. Alors on est dans l'aberration la plus totale avec la mondialisation. C'est pourquoi je dis que la mondialisation a fait un changement important. Parce qu'on assiste au plus grand déménagement planétaire. Pensez que chaque jour, moi j'ai une maison dans les Pyrénées, eh bien, il y a plus de 4000 camions qui franchissent chaque jour le col du Perthus. Et franchissent le col du Perthus pour transporter quoi? Pour transporter des tomates andalous en Hollande, et on transporte des tomates hollandaises faites sous serre en Andalousie. Ou même le poisson qui est pêché en Bretagne passe par Rungis avant de retourner en Bretagne pour se retrouver sur le marché. On a cette mondialisation a entraîné des flux de marchandises, et on prévoit tous les projets européens sont pour doubler, tripler les autoroutes, créer des tunnels sous les montagnes entre la France, l'Italie, la France, l'Espagne. Pour favoriser le déplacement. De toute façon, l'Europe sert à ça d'ailleurs. C'est plus de choses. C'est la raison d'être de l'Europe mais économique. Transporter la même chose, ou presque,
Et alors en plus, délocalisés à mort. Donc à l'heure actuelle, il y a les exemples cocasses sont légion, depuis les crevettes danoises qui vont se faire nettoyer au Maroc, qui reviennent au Danemark pour être ensuite dispatchées, etc. Enfin, des milliers et des milliers de kilomètres, dans une consommation d'énergie absolument dingue, des effets sur le dérèglement climatique, etc., l'épuisement du pétrole. Enfin, bon, mais alors là, il y a tout un changement de logique. J'ai une question à la con sur tout ça, parce que, donc, vous, évidemment, vous promouvez... Oui, nous promouvons. Vous promouvez le transport ferroviaire, évidemment, pour la oui, surtout réduction des transports. Et je me demandais, dans un monde sans voiture, parce que aussi, on va en parler, mais vous êtes évidemment, c'est pour vous la voiture personnelle, c'est une aberration. Mais qu'est-ce qui va rester du droit de grève dans les transports? Parce qu'en ce moment, c'est d'actualité, je voulais vous poser cette question. Dans un monde où tout dépend du transport en commun, qu'est-ce qui reste du droit de grève des transports? Est-ce que c'est une question à la con, je sais, mais... Non. Bah, pourquoi les transporteurs ne feraient pas grève dans un monde... Parce qu'ils prendraient une importance énorme qu'ils n'ont pas encore aujourd'hui. Justement, comme ça, ils obtiendraient peut-être satisfaction pour leurs revendications, si celles-ci sont légitimes. Vous savez, un groupe dont les revendications ne sont pas légitimes, même s'il peut créer un rapport de force, il a du mal à imposer durablement ses revendications. Mais il peut nuire aussi. Oui, bien sûr, les capacités de nuisance. Oui, mais des capacités de nuisance, malheureusement, on en subit pas mal. Oui, c'est vrai que ça serait pas les... Ça serait spécialement pour celle-là. Ça serait pas les pires. Donc là, on est en train de finalement... Quand la FNSEA, par exemple, est passée à l'attaque, qu'elle a démoli le Parlement de Bretagne ou qu'elle a démoli le bureau de Mme Voynet, etc. Là, on n'a pas crié au scandale, etc. Personne n'a été condamné. Hein. Ouais. Donc, on voit bien qu'on est dans un système de poids et de mesure. Quand il y a les transporteurs qui réclament parce qu'on s'attaque à leur... et je pense qu'ils ont raison de défendre leur retraite. On s'attaque à leur retraite. Alors là, au scandale, ils prennent les usagers en otage. Hein. Je crois que tous les citoyens sont pris en otage d'un système qui les pollue et qui leur pollue la vie. Et j'ai une autre question aussi. Est-ce qu'on peut penser décroissance sans penser antimilitarisme? Bon, je crois que l'une des pollutions principales et l'une des sources de gaspillage, de destruction, de machin, c'est quand même les dépenses militaires. C'est quand même un budget énorme, l'armée. Au niveau mondial. C'est pour ça que je vous pose la question. Au niveau mondial, c'est quand même énorme. Alors, j'ai pas de remède, parce que là, c'est un changement planétaire de tout le logiciel humain qui est en cause. Parce que je pense que le capitalisme et la civilisation de l'armement, de la menace, en fait, vont de pair, en fait. Quand ils vont faire la guerre aujourd'hui, c'est pour... Bush avait bien distribué tous les marchés avant de partir faire la guerre, en nous disant à nous, Français, vous n'aurez pas le business, vous qui venez pas avec nous. C'était carrément un gros business qu'ils allaient faire. Alors là, on est dans un système, effectivement... Donc tout est lié, quoi. L'armement est... C'est délirant, puisqu'on se prépare à des guerres de plus en plus... commerciales. Liées aux ressources, à l'accès aux ressources. Hein. Donc on a la guerre en Irak et en Afghanistan, c'est une guerre du pétrole, essentiellement. Il y a des menaces de plus en plus précises pour l'accès à l'eau, qui va être un des gros problèmes dans les années à venir. Mais pas seulement, l'accès au coltan. On n'en parle pas. Il y en a sûrement ici qui ont des téléphones portables. Oui. Le téléphone portable, pour faire des téléphones portables, il faut du coltan. C'est quoi le coltan? Le coltan, c'est un minerai rare qu'on ne trouve pratiquement qu'en République démocratique du Congo. Et que par conséquent, toutes les guerres qui ensanglantent depuis des années le Congo, etc., sont en partie pour contrôler le coltan. D'accord. Donc, de ce point de vue-là... Donc, encore une raison de se passer de son portable. Quoi. Absolument. Absolument. Une raison de plus. Une raison de plus, oui. Eh bien, on va passer un peu de musique, là, on fait toujours des grands idées, des machins. On va passer un pote à Laurent, c'est Sylvain Maillard. Sylvain Maillard, oui. Sylvain Maillard, t'aimes bien Sylvain Maillard, et on va écouter ça s'appelle Loin. Sylvain Maillard. Loin des Palestiniens, des Israéliens et des enfants d'Afrique faméliques, loin de ce grand magasin
où les assassins font de la politique économique. Loin, donnons-nous la main, redevenons gamins, et de par deux soyons doux, envolons-nous loin. Donnons-nous la main, redevenons gamins, et de par deux soyons doux, envolons-nous loin. Des derniers Indiens, de l'agonie des Cubains, loin de Tiananmen et des Tchétchènes, loin du printemps de Pékin, des massacres africains, de la folie qui mène l'âme humaine, loin. Donnons-nous la main, redevenons gamins, et de par deux soyons doux, envolons-nous loin. Donnons-nous la main, redevenons gamins, et de par deux soyons doux, envolons-nous loin. Extermination chic, chimiothérapeutique, épuration ethnique, simple et pratique, bombe bactériologique, logique, logistique, millions de morts, sponsor l'Amérique, tir aux pigeons, guerre de religion, génocide esthétique et conforme à l'éthique et aux normes bleu ciel, du meurtre politique et des intérêts officiels. Blanche la maison blanche et le palais de l'Élysée, misé, atomisé pour le pétrole arabe ou l'argent du Mossad. On clone des petits pentagones et des millions de morts, des millions de dollars. J'adore tous ces gens sympas qui croient ce que les télés disent alors que les médias nous lobotomisent. Loin, donnons-nous la main, devenons gamins. Allô, donc c'était Sylvain Maillard. Donc, bon, Laurent, tu prends tes responsabilités quant à cette programmation. Ah oui, j'assume complètement. Bon, très bien. Alors, donc, je suis avec Serge Latouche là, depuis tout à l'heure. Il y a quand même un mot qui est revenu dans l'interview, toujours la même, que j'ai écouté sur Internet. Vous parlez de relocalisation. C'est-à-dire qu'il nous faut nous apprendre à se retrouver dans un tissu social plus proche et d'arrêter de compter sur des choses qui viennent de, comme on vient d'en parler, qui font un yaourt qui fait 8000 km, c'est pas normal. Est-ce que vous avez des pistes pour qu'on en arrive à cette relocalisation parce que l'autre jour, par exemple, on avait les gens de la Confédération paysanne qui nous disaient que les AMAP, vous voyez ce que c'est absolument. Ils disaient que les AMAP, c'était très bien, mais que ça ne pouvait pas être une solution à grande échelle, que c'était quand même quelque chose qui ne pouvait pas résoudre tous les problèmes de l'agriculture et tous les problèmes de la distribution et de l'accès aux gens à des bons produits, enfin à toute la population. Par exemple, pour une région comme la région parisienne qui fait 10 millions de personnes, on ne peut pas compter sur des AMAP pour ça, quoi. Il n'y a pas assez de fermes autour de Paris pour nourrir 10 millions de personnes. Je ne sais pas si on peut compter sur quoi que ce soit pour l'avenir d'une région comme la région parisienne. Oui, je crois que donc, alors, là, on a créé un monstre. Mais c'est là que quand même qu'on se dit, bon, c'est bien joli, il y a des croissances. Alors s'il faut exploser la région parisienne, comment on fait là, je veux dire que quand le problème se posera concrètement, il faudra effectivement trouver des solutions. On est dans l'immédiat, c'est impossible de pouvoir anticiper sur la façon dont se produirait une crise, mais ça peut venir très vite, puisque les spécialistes, même pas du tout des gens révolutionnaires ou subversifs, des ingénieurs qui travaillent pour les entreprises pétrolières, pensent qu'on a déjà dépassé ce qu'on appelle le peak oil, et que par conséquent, les conséquences, celles que tire Yves Cochet, notre ancien ministre de l'Environnement, dans son beau livre Pétrole Apocalypse, ça va entraîner une relocalisation extrêmement rapide. Là, ça ne sera pas un choix, ça sera par la force. Donc oui, mais c'est ça. Mais justement, vous qui y pensez depuis longtemps, est-ce que vous n'avez pas justement... est-ce que ce n'est pas vous qu'on va venir appeler au secours en disant, mais alors aidez-nous à glisser dans ce changement primordial pour l'humanité. Enfin, est-ce qu'il y a des penseurs de la façon de faire de ce changement qui est indispensable? Sinon, on meurt tous. Enfin, on va tous étouffer, quoi.
Parce qu'on est d'accord sur ce qu'il faut. On crie au feu, il va bientôt. Mais Bon, est-ce on est dans la piste de la relocalisation. Alors, je crois que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Alors, il a dit, bon, les AMAP, ce n'est pas une solution. Je crois que c'est un commencement de solution. Bon, Yves Cochet, justement, comme il est député du 14e arrondissement, eh bien, il a organisé une AMAP dans le 14e arrondissement. Donc, même à Paris, on peut développer des circuits courts, puisque la logique de l'AMAP, c'est le circuit court. Je rappelle aux auditeurs qu'une AMAP, c'est une distribution de légumes. C'est-à-dire qu'on commande des paniers de légumes de saison qu'on reçoit à la maison. Alors, AMAP, c'est le sigle, donc Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et donc, c'est en fait une idée qui est née au Japon il y a déjà pas mal d'années, parce que les Japonais quand les Japonais sont passés brutalement d'une agriculture traditionnelle à l'agriculture productiviste, les gens se sont aperçus qu'ils avaient des problèmes pour leur santé, en particulier les gens des villes, c'est-à-dire c'est né à Tokyo en fait. Les Teikei s'appellent Teikei, donc ils ont cherché à nouer des liens avec des producteurs qui leur assurent des légumes et des produits de l'agriculture faits dans des conditions traditionnelles, enfin sans usage de pesticides. Vous avez compris, parce vous avez eu les problèmes de Minamata, les pollutions au mercure, etc. Les gens ont une sensibilité écologique depuis déjà assez longtemps. Ils ont déjà compris une partie des dégâts engendrés, peut-être que Hiroshima avait aidé aussi, prise de conscience des dégâts engendrés par la société industrielle. Donc, ils s'étaient préoccupés de se produire des aliments sains. Ensuite, c'est passé aux États-Unis sous forme d'agriculture soutenue par la communauté. Et puis, ça vient maintenant en France avec un certain succès, les AMAP. Bon. Alors, il n'y a pas que les AMAP, en fait, il y a bien d'autres, effectivement, l'agriculture de proximité, l'agriculture paysanne, le projet de la Confédération paysanne. L'important, c'est tout de même de remettre en question le productivisme agricole qui a été une destruction de toute une culture paysanne. Et d'une certaine façon... parce que la relocalisation, c'est pas seulement relocaliser les activités économiques, ça c'est indispensable, et ça se fera nécessairement qu'on le veuille ou non, c'est retrouver le sens du vivre localement. Parce que finalement, on est condamné malgré tout à vivre avec les pieds sur une terre. Et donc, il y a intérêt à trouver du sens là où on vit, plutôt que de vivre dans le virtuel et de chercher un sens imaginaire ailleurs et d'être jamais très bien dans sa peau. De rêver de la montagne quand on est à la mer, de la mer quand on est à la montagne, de la campagne quand on est à la ville, etc. C'est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle, où les gens vont passer des vacances aux Seychelles, tant que ça existe. C'est la civilisation du bonheur, mais sans que le bonheur ne soit jamais défini. Donc on est en perpétuelle recherche. Absolument. À travers les produits de consommation. D'autant plus qu'on a la logique publicitaire et de nous rendre insatisfaits de ce que nous avons pour que nous soyons toujours en état de tension et de désir et donc d'insatisfaction. Et donc, vous parlez de retrouver la richesse relationnelle. Alors, la richesse relationnelle, ça peut se faire que localement, là aussi. C'est-à-dire retrouver les liens de proximité. Mais, par exemple, moi, je peux être que d'accord avec tout ça, si vous voulez, mais quand quand vous avez affaire à un con comme moi qui vient vous mettre des choses comme ça à plat, et quand je vous dis que le mec, il a bossé 8 heures par jour, et qu'il est dans un boulot de merde et qu'il n'a pas le temps finalement d'aller à la ferme d'à côté chercher du lait, du vrai lait. Il n'a pas le temps, même s'il est à la campagne, d'aller chercher du pain chez un artisan boulanger dans un autre village ou dans un autre endroit. Enfin, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui fait aussi que tout le monde se contente de la malbouffe, c'est parce qu'il n'a pas le temps ni les moyens d'autre chose. C'est-à-dire que si on n'aborde pas le problème du travail et du salaire, est-ce qu'on peut parler de décroissance aussi? C'est ça que je voulais en venir. Il faut parler de décroissance. Ouais. Justement, j'irais même, c'est une raison de plus d'en parler. Parce que... effectivement, il faut réagir contre ces... Alors, il faut évidemment avoir une capacité de résistance à cette logique. Mais même quand on a, il ne faut pas exagérer, même avec 8 heures de travail ou même 9 heures de travail par jour, etc. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps d'avoir une recherche... Au 19e siècle, où les gens travaillaient beaucoup plus, ils avaient quand même du pain de proximité et des petits... Donc, il faut se battre. Et ça, au niveau local, c'est possible. Il y a des exemples, j'en cite dans mon dernier livre, là, le petit manuel de décroissance sereine, l'exemple de Mouans-Sartoux, où une ville qui était en périphérie a récupéré en quelque sorte son autonomie, réinstallé des magasins de proximité où on peut trouver son pain et sans aller dans des supermarchés ou des hypermarchés.
Alors, c'est tout à fait possible. Alors, ce n'est pas seulement les AMAP, c'est l'existence. Le réseau des Biocop, par exemple, permet d'avoir... Vous allez me trouver emmerdant, mais moi, j'habite à Pantin, par exemple. Si je ne veux pas aller à Casino, j'ai que 2 épiciers sur le chemin qui sont hors de prix avec des produits de merde. Ouais. Donc, qu'est-ce que je peux faire même si j'ai une AMAP, je ne vais pas manger que des carottes et des poireaux. Il faut sortir de votre isolement, essayer de créer une association citoyenne et d'obtenir... Mais imaginez que je bosse 8 heures par jour. Moi, à la limite, petit bobo bourgeois, j'ai peut-être le temps de réfléchir comme ça. Mais heureusement, il n'y a pas que vous. Il y a quand même, heureusement, ça dans le tissu social actuel. Il y a des gens qui ont le temps, les retraités, par exemple. Ouais, c'est vrai. Les associations vivent de retraités à l'heure actuelle. C'est eux qui ont un peu de temps pour s'occuper de l'association, pour gérer. Alors, on a des parents, on a des amis qui sont machin, qui peuvent se battre un peu pour vous et utiliser leur temps. On leur donne un coup de main quand on a un peu de loisirs, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Bien sûr, on ne peut pas tout faire. Mais par exemple, les Biocop se sont installés comme ça, dans des coins où il y a des gens qui ont décidé, on va essayer de monter une Biocop là, parce qu'on en a marre d'aller au supermarché, de bouffer de la merde, que les petits commerçants d'un côté exploitent les choses, etc. On peut aussi négocier avec les petits commerçants pour qu'ils changent leurs pratiques. Hein. Il y a des possibilités. Je crois que l'important, c'est de ne pas baisser les bras. Ouais. Alors, je sais bien que la télévision, toute l'ère du temps, la publicité, tout ça n'incite pas dans ce sens-là. Au contraire, on est lobotomisé dans la tête, ce que j'appelle la colonisation de l'imaginaire. Donc là, effectivement, mais justement, si on fait des émissions comme ça, c'est pour essayer de réveiller un peu, de nettoyer les neurones des gens. On arrive à la fin, il nous reste 5 minutes pour le nettoyage neuronal. On va parler de la voiture peut-être, parce que c'est quand même un instrument qui touche tout le monde. C'est fini, quoi, c'est fini. Mais si, il est 22. Il vous reste 2 minutes 33 minutes. Non, on va parler de la voiture, parce que... non, on va dire que c'est fini. Ça y est, ils m'ont coupé. Putain, c'était une bonne émission, on avait bien parlé, j'ai eu qu'un trou, et il a fallu que vous veniez m'emmerder. Donc, je sais pas, alors on va se dire au revoir. Serge, vous avez quelque chose à dire que je vous ai pas demandé, que vous avez envie de dire? Non, je crois que... il y aurait tellement de choses à dire. Vous n'avez pas un livre en librairie en ce moment? Alors si, donc, c'est celui que j'ai mentionné, donc Un petit 1001 nuits. Alors là, on a quand même pensé aux petites bourses, parce que ça coûte 3,50 €, donc c'est vraiment... mais il y a tout quand même. Petit manuel de décroissance sereine, une très belle couverture. 1001 nuits, diffusé par Fayard, mais à un prix défiant toute concurrence. Bon, très bien. Avec du papier recyclé? Probablement. C'est pour faire chier ça. Bon, c'était Smoke City sur Allegre FM, 93.1. On rend l'antenne avec les Clash, Justice Tonight. Ouais, vas-y Laurent, à bientôt tout le monde, à la semaine prochaine. Je sais pas du tout ce qu'on a que la semaine prochaine. Je sais qu'on va bientôt faire une émission sur la recherche, mais c'est peut-être pas la semaine prochaine. On verra bien. Hein. Allez, mes enfants, ciao. Et j'espère que vous serez là la semaine prochaine. Enfin bon, j'ai rien à dire. Allez, ciao, salut. Et tout.